L'année dernière, on avait déjà animé un webinaire sur la question de l'accueil des émotions des enfants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et comme IFMANCO, pour nous, c'est vraiment essentiel de travailler autant la question de la relation à l'autre que la question du cadre, eh bien, il nous semblait essentiel de pouvoir faire un webinaire, un atelier sur la question de la sanction éducative. Alors, vous avez dû voir quand vous êtes connecté qu'il y avait écrit sanctionner sans punir. Alors, bon, il y a eu une petite erreur de communication. On a vraiment voulu nommer cet atelier repère sur la sanction éducative parce qu'il nous semble plus porteur du sens qu'on veut lui donner, qui est vraiment une notion pédagogique de la sanction et qu'on veut vraiment réintroduire cette notion comme quelque chose de pédagogique qui vise à aider le jeune, l'enfant, à grandir. Et dès qu'on met le mot punition, bah, ça vient un peu biaiser cette vision-là. Et on va d'ailleurs aborder ça dans cet atelier. Donc, sur la repère sur la sanction éducative. Euh, Juste vous dire comment ça va se dérouler. Donc, on va avoir un temps d'introduction. On va parler de la notion de cadre. Ensuite, on va parler de la notion de sanction. Et enfin, on terminera sur la posture éducative et la posture nécessaire pour pouvoir sanctionner et aider l'enfant à grandir. Et il y aura un temps au milieu de cette présentation, il y aura un temps de réflexion individuelle et il y aura aussi un temps d'échange en sous-groupe, notamment sur la question de la sanction. Pourquoi on démarre par le cadre? Évidemment, parce que, en fait, si on veut que les règles soient respectées, c'est essentiel que d'abord il y ait l'a priori du cadre qui soit bien posé. Alors, je vais vous mettre en fond le PowerPoint qu'on a fait. Alors, excusez-moi. Et je mets en plein écran. Voilà. Donc, normalement, vous avez ma première page de PowerPoint. Alors, quand on parle du cadre, à quel cadre on se réfère? Donc, il y a différents niveaux de cadre. Nous, dans nos structures et quand on est au niveau éducatif avec les enfants, on va être sur le niveau de la règle. La règle, elle s'inscrit forcément dans un cadre plus vaste, qui est la loi. Et donc, la loi qui va être au sein d'une communauté qui est souveraine sur un territoire. Donc, on a la loi française et c'est le juge qui va être garant de la loi. Nous, au niveau du niveau éducatif, on va être sur le niveau des règles, donc qui vont être vraiment au sein du groupe, donc que ce soit dans une crèche, dans un institut, parfois c'est au sein d'une famille, voilà, donc, et au sein de ce groupe, il va y avoir le responsable du groupe, le parent si c'est dans une famille, l'éducateur si c'est une structure professionnelle, qui va être garant de faire tenir, respecter ces règles. Et si on va à un niveau encore en dessous, ben, il peut y avoir un contrat qui est juste un accord entre deux parties. Et là, le contrat il va être établi entre une partie et l'autre. Et donc, c'est la personne qui fait signer l'accord qui va être garant. Donc, ça peut être l'éducateur, ça peut être le directeur d'une structure, le notaire, etc. En fonction des différents cadres. Et donc, il nous semblait essentiel de dire que pour nous, poser des règles dans une structure, l'objectif éducatif, il est bien d'apprendre l'enfant à respecter ces règles collectif pour lui permettre après de se préparer à respecter la loi dans le territoire dans lequel il va se trouver en tant qu'adulte. Un autre aspect qui nous semble important de souligner, c'est que les lois, les règles, elles sont avant tout, elles doivent être des limites utiles avant d'être des contraintes gênantes. Donc, en fonction de notre prisme, on va voir la loi, la règle comme quelque chose de gênant. Mais au niveau éducatif, ce qui est essentiel, c'est de se dire, c'est qu'elles doivent être utiles. Elles ont un objectif bien précis. On va vous préciser après. Mais avant, je vais passer la parole à Tiffaine pour vous questionner sur cette notion-là. Mm. Ouais, merci Noël. Alors j'ai envie de vous proposer, j'ai la voix cassée un petit peu, mais normalement vous m'entendez bien. Je vais vous proposer d'écrire dans le chat à quoi sert le cadre, selon vous. À quoi ça sert? C'est quoi les différentes fonctions? C'est quoi le sens? Alors vivre ensemble, apprendre à vivre en société avec les autres, bien vivre ensemble, sécuriser, chacun chacune, être en accord, mettre en valeur, donner du contenant
Sécuriser, sécuriser des repères, des limites, sécuriser, protéger les besoins de chacun, sécuriser et connaître les limites, que tous connaissent les limites posées dans le groupe. Ouais, merci. Rassurer, être à l'aise dans un groupe. Ouais. Il y a d'autres choses que vous verriez qui n'auraient pas été dites. Alors, je vais partir sur le premier point qui va être effectivement la sécurité. La sécurité, protéger l'intégrité physique, psychologique des participants, des membres du groupe, respect des besoins individuels et collectifs. Oui, merci. Le cadre, il prend en compte et les besoins individuels et les besoins du groupe en tant que tel. Et peut-être, Noël, tu peux mettre la slide suivante. Voilà, donc le cadre, c'est un ensemble de règles qui facilitent la vie d'un groupe. Tout en haut, on a mis la sécurité, c'est ce qui revient en premier en général. On a mis aussi un aspect qui nous semble très important à Leafman, c'est que le cadre permet de faciliter la vie relationnelle, tout ce qui va être les interactions ensemble. Et puis aussi va faciliter et permettre la coopération d'un groupe, de savoir qui fait quoi, qui a quel rôle, qui fait quelle tâche. Tout ça, ça va définir, clarifier les interactions. Ça va de l'exemple de qui met le couvert, qui fait le ménage, comment on range, tout ce qui va avoir affaire à la vie d'un collectif. Et puis pour les interactions, bah, comment on se parle ensemble, comment on choisit de se parler, sur quel ton, quels mots peuvent être utilisés, quels gestes sont OK et sont pas OK. Et puis une troisième fonction du cadre, ça va être d'amener de la tiercité en cas de conflit, de permettre une référence commune. À Liefman, on aime bien à dire que quand on est dans un instant de confrontation, qu'il y a deux personnes qui sont en confrontation, faire référence au cadre, ça permet d'amener de la tiercité, de sortir. C'est un des leviers pour sortir de la confrontation et de l'affrontement. Et le cadre aussi permet d'y revenir à froid. Donc, quand on est sorti de l'instant de l'affrontement, on peut y revenir, en reparler avant et après une potentielle crise. Ok, merci Noël, tu peux passer à la suivante. Alors, je vais vous donner quelques caractéristiques du cadre. Euh, on vous l'a dessiné avec un carré, un rectangle, et puis avec une ligne pleine et des lignes en pointillés. Et pour nous, c'est une des premières caractéristiques, c'est définir au sein d'une équipe qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui est non négociable dans notre groupe. Euh, et moi, j'aime bien dire qu'on a intérêt à ce qui est non négociable soit le plus petit ou le plus limité possible, parce que tenir ce qui est le cadre non négociable, ça demande beaucoup d'énergie. On en parlera tout à l'heure, mais quand il y a une transgression, ça veut dire qu'il y a une conséquence derrière, et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, avoir de la clarté dans une équipe, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce groupe, dans cette structure, et qu'est-ce qui est non négociable, ça nous paraît vraiment important. Le cadre, il peut être construit de manière participative. Plus c'est fait de manière participative, plus on a de chances à ce que les membres du groupe adhèrent à la règle. Euh, on vous a mis aussi laissé de la place aux exceptions. Vous savez, cet adage qui dit l'exception confirme la règle. À Eichmann, on pense vraiment que ça a du sens, et que quand on nomme une exception et qu'on la nomme comme exception, ça permet aussi de renommer que la règle, elle est valable avant et après, et qu'elle dure dans le temps, et que là, on va s'autoriser une exception. Une exception, ça peut être qui choisit le menu du repas, ça peut être une durée d'écran autorisée plus longue, une journée d'écran illimitée. Voilà, ça c'est chaque groupe qui va voir quelles exceptions sont ajustées. On aime bien dire que les caractéristiques du cadre aussi, c'est qu'il est adaptable selon les capacités et le contexte, en fonction de la taille du groupe, du nombre d'éducateurs ou de parents qu'il y a peut-être dans le groupe, en fonction de l'âge des membres du groupe. Et puis évolutif dans le temps, comment on peut le revoir en fonction des besoins du groupe et l'adapter. On vous a remis vraiment en gras que les règles sont nécessaires car elles sécurisent l'enfant et elles les aident à se construire. Et du coup, je reviens, Noël, sur ce que tu disais, qu'on pourrait le voir vraiment comme une contrainte, et comment on peut le voir plutôt comme quelque chose qui aide à grandir, quelque chose qui est sécurisant, qui aide le groupe. Tu peux passer à la suite, Noël. Donc, je vais prendre la suite sur la notion des règles. Euh, il nous semble essentiel, si on veut que les règles soient respectées, qu'elles suivent certaines règles.
Elles suivent une logique en tout cas, pour qu'elles soient efficaces. Alors nous, on parle des 6 C de la règle. Et c'est intéressant quand une règle est transgressée souvent, qu'on vérifie, qu'on passe cette règle sous ce crible-là pour voir si elle respecte bien ces 6 C. Donc que la règle soit connue. Alors en effet, nous en tant qu'adultes, on connaît les règles, elles nous semblent logiques. Voilà, elles sont en tout cas intégrées, vu que c'est en plus à nous de les faire respecter. Néanmoins, les enfants, ils vont avoir besoin qu'on leur respecte, qu'on leur répète tout le temps les règles jusqu'à ce qu'ils les intègrent. Donc, est-ce qu'elle est connue? Ça veut dire aussi, est-ce que elle est visible quelque part, par exemple? Est-ce que on répète les règles en début de réunion, en début d'année, en début de cycle, etc. Voilà, s'assurer qu'elle soit connue d'une manière ou d'une autre et aussi, qui n'apparaît pas ici, visible. Voilà. Est-ce que dans le couloir, il y a des petits panneaux qui disent marcher dans le couloir? Voilà. Donc, réinterroger, est-ce que vraiment cette règle est connue? Est-ce qu'elle est comprise? Euh, Parce que avec nos mots d'adultes, parfois on nomme les choses d'une manière qui n'est pas forcément comprise par les enfants, et ça, on n'est pas toujours. Si on ne le vérifie pas avec eux, en fait, ben, on peut passer à côté d'une incompréhension. Donc, aller vérifier, est-ce que cette règle est comprise et comment elle est comprise par les enfants? Quand je te dis ça, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quel mot tu mettrais? Comment tu l'intègres? Il y a aussi le C de constante. Donc, si une règle, à un moment, on l'a fait appliquer, à d'autres moments, on la fait pas respecter, ben, elle n'est pas constante. Et une règle qui n'est pas constante, ben, c'est comme si elle n'existait pas. Elle n'a pas de valeur aux yeux des enfants. Donc, vraiment l'importance de se redire, est-ce que cette règle est vraiment non négociable? Et c'est ce que disait Tiffany tout à l'heure. Euh, voilà, si c'est du non négociable, il faut vraiment qu'on la fasse respecter en permanence. Si elle n'est pas constante, eh ben, ça fluctue et du coup, il y a manque de clarté pour les enfants et pour les jeunes. Est-ce que cette règle est cohérente? Est-ce qu'elle est adaptée aux capacités et au contexte? Parfois, on pourrait se mettre des règles qui ne sont trop difficiles à respecter. Par exemple, si je dis il est interdit de courir dans la cour, ben, je sais très bien que les enfants ils vont avoir envie de courir dans un espace. Donc, ils vont avoir du mal à se contenir et c'est pas adapté au contexte de la cour. De la même manière, parfois, on peut exiger aux enfants, à des enfants qu'ils soient tout le temps en train de chuchoter, sauf qu'un petit enfant de 3 ans, il est en incapacité de chuchoter tout le temps. Donc, lorsqu'une règle n'est pas respectée, voir est-ce qu'elle est vraiment adaptée aux capacités aussi physiologiques de l'enfant, est-ce qu'elle est adaptée à la vie en collectif, etc. Co-construite. Alors, parfois, on va nous dire co-construite, on peut pas tout le temps co-construire les règles. Néanmoins, ce que nous, sur quoi on insiste, c'est que euh, si la règle est construite avec les jeunes, les enfants, ils vont pouvoir plus facilement se faire promoteurs de la règle. C'est-à-dire qu'ils vont en comprendre le sens et le fait d'avoir participé, d'avoir eux-mêmes fait des propositions, eh ben, ça va être beaucoup plus simple pour eux de s'en faire, de la respecter et puis de s'en faire le promoteur ou promouvoir, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas qu'ils puissent redire la règle à leurs enfants, à leurs copains aussi. Voilà, c'est ça qu'on a dit ensemble. Alors que si j'impose la règle, voilà, on aura beaucoup plus de mal à avoir une adhésion à la règle. Et puis avec des conséquences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette règle n'est pas respectée, il y a des conséquences qui vont être imposées à l'enfant, aux jeunes. S'il n'y a pas de conséquences lorsqu'une règle n'est pas respectée, eh ben, en fait, c'est comme si la règle n'existait pas, tout simplement. Voilà un peu pour si c'est de la règle. Il y a quelque chose que j'ai pas dit quand j'ai parlé de comprise. Euh, c'est important aussi que les jeunes, les enfants, enfin toute personne qui doit respecter une règle, qu'il en perçoive le sens. Si moi je vois pas de sens à une règle, ben, je vais avoir du mal à la respecter. Voilà un peu pour ça. Alors, et du coup, la question c'est, eh ben, quand une règle n'est pas respectée, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a bien vérifié que les 6 C la règle répondait bien à ces 6 critères. Donc, a priori, il n'y a pas de raison qu'un enfant ne respecte pas la règle. Et donc, là, maintenant, la question c'est quand cette règle est transgressée, voilà, comment on fait? Donc, Tiffaine, je vais te passer la parole. Alors, moi j'aime bien dire que quand la règle est transgressée, qu'on l'a redite, renommée, hein, et on a tendance à sortir notre dernier outil de la boîte à outils du responsable du groupe qui va être la punition. Et du coup, j'ai envie de vous proposer de prendre un instant de réflexion seul sur une punition que vous avez reçue étant plus jeune. Ça peut être une très grosse punition, une toute petite.
Et puis de prendre 2, 3 minutes, là, chacun, chacune pour vous, pour penser comment vous vous êtes senti à ce moment-là. Essayez de revoir le lieu, revoir les paroles qui ont été dites, l'objet de la punition. Vous pouvez noter sur un papier si vous voulez spontanément ce qui vous vient. Et puis voir qu'est-ce que vous avez eu envie de faire. Et puis je vous propose de vous interroger aussi sur le moment, qu'est-ce que vous en avez appris? Qu'est-ce que vous en avez conclu? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et je veux bien, si vous avez envie de partager dans le chat, avoir quelques retours. Peut-être pas vraiment sur l'objet de la punition, mais plutôt qu'est-ce que vous avez senti? Comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que vous avez retenu ou appris? Qu'est-ce que vous avez eu envie de faire? Si vous voulez le partager dans le chat. Ouais, de la colère, touché, en colère, de la peur, ouais, d'injustice, de l'incompréhension, de la colère, de l'injustice. Plus jamais je me laisserai faire. La sidération, manque de confiance, injustice, la peur, la perte de confiance, humiliation. J'ai appris à me rebeller davantage. La frustration, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Rien. Triste, blessée, compris que je devais pas le faire, mais comment ne pas le faire? Humiliée, envie de rien faire, m'enfouir, l'incompréhension, imiter la signature des parents sur le bulletin, Carence aussi. colère contre l'école, sanction qui paraît démesurée, punition injustifiée, honte, colère, envie de partir, je sens que j'ai pas de pouvoir d'agir, manque de proportion entre la cause et la punition, envie de m'échapper. Ok. Oui, c'est ce qui peut revenir souvent, de la colère, de la peur, une envie de se venger, une envie de peut-être de la prochaine fois je serai pas vu, je serai pas pris. Et qu'est-ce qu'on a appris? On peut avoir appris à apprendre à se rebeller encore plus, pas se soumettre, fuir, pas être vu. Euh, j'ai envie de nommer qu'avec la punition, des fois, on peut apprendre aussi à se dire, bah ça, je vais pas le refaire, c'était quand même pas hyper cool et la règle était importante. Peut-être le biais que je peux voir, c'est que sur l'estime de soi et sur la relation, il peut y avoir des conséquences. Et alors, à l'IFMAN, on fait la différence entre la sanction et la punition. Peut-être, Noël, tu peux mettre la slide d'après. Je vais commencer par un petit peu un retour en arrière sur l'étymologie. Punition, ça vient du latin qui veut dire punitio. Ça veut dire infliger un châtiment, infliger une peine, faire souffrir. Je vais t'infliger une punition pour te faire mal, pour que tu changes. Je fais un raccourci rapide, mais ça va être ça. Pour que tu comprennes, je vais te faire mal et comme ça, ton comportement va changer. Et la sanction, ça vient de sancire, qui veut dire en latin rendre sacré, adhérer à la loi, remontrer combien la loi elle a du sens, elle est sacrée et combien elle est importante. Alors sanction, c'est un terme euh, qui est un peu vu comme connoté comme dur en français. En même temps, si on revient à l'étymologie, il n'y a vraiment pas cette notion de faire mal ou de faire souffrir comme la punition. Et on va avoir un héritage un peu culturel en, en France où on va se dire bah ah, je ne vais pas sanctionner parce que on va prendre ça pour une punition et du coup bah, on va laisser euh, la règle, le cadre être transgressé au risque du coup de devenir laxiste. Et nous, à l'IFMAN, on trouve ça vraiment intéressant de travailler la sanction et les conséquences éducatives pour justement remontrer et reposer le cadre comme il peut être important pour les individus et pour le groupe.
Et ce qu'on vous a noté, c'est que la punition, en fait, elle peut paraître très efficace à court terme. Quand je sors mon dernier outil de la boîte, vraiment pour que le comportement s'arrête, parce que je sais plus comment faire autrement, souvent ça part d'un endroit d'impuissance aussi, bah, le risque, c'est que la punition abîme la relation avec le groupe ou le garant du cadre, et puis la relation de soi à soi pour l'enfant ou pour la personne qui reçoit la punition. Ça peut abîmer l'estime de soi. Ça peut aussi générer du stress, parler de peur, et empêcher la réflexion sur l'acte commis et sur la responsabilisation. La sanction, on parle aussi beaucoup de conséquences éducatives, notamment dans la petite enfance. Son intention vraiment, c'est de rendre acteur et de permettre à l'auteur de travailler à trois niveaux. Le premier, c'est de mieux comprendre pourquoi il a agi comme ça et de se responsabiliser. Le deuxième, ça va être dans le lien au destinataire ou de réparer les dommages qui ont été causés par l'acte. Par exemple, une vitre cassée, comment on va réparer, ou une insulte donnée à quelqu'un ou un geste. Et puis le troisième point, ça va être comment je vais adhérer à la règle, revoir le sens de la règle. Peut-être j'ai envie de dire une dernière chose avant de te passer la parole, Noël. Euh, une punition et une sanction parfois peuvent paraître être la même chose, mais en fait, ça va être l'intention derrière qui va changer. Par exemple, une sanction, ça peut être de supprimer un droit d'usage de quelque chose. Par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple simple, un temps d'écran a été dépassé, et ben on va dire demain pas d'écran par exemple, ou le temps d'écran est diminué. On pourrait prendre ça comme une punition. Et en fait, ça, ce qui va changer, ça va être comment j'accompagne ça et c'est quoi mon intention quand je pose ça. Est-ce que mon intention c'est de te faire mal pour que tu comprennes et que tu changes, ou est-ce que mon intention c'est de t'accompagner et de mener tout un travail de réflexion avec l'enfant, avec la personne qui a transgressé. Voilà, l'intention est vraiment importante. Je te passe la parole, Noël. Oui. Donc moi, je vais venir un peu renforcer ce que vient de dire Tiffaine en remontrant un peu la question de la sanction avec les trois aspects. Pour nous, c'est essentiel quand il y a une sanction posée, qu'il y ait aussi les trois points de vue qui soient nommés. Le point de vue de l'auteur, le point de vue du tiers, garant du cadre, et le point de vue du destinataire. Pourquoi ces trois points de vue? Parce que c'est en ayant compréhension de l'intention de l'auteur qu'on va lui permettre à lui de se responsabiliser, de comprendre ce qui s'est passé pour lui et de réfléchir sur une autre manière d'agir. Ça va nous permettre aussi, nous, d'adapter la sanction par rapport à son intention, vu qu'il y a une visée pédagogique. Le point de vue du tiers garant du cadre, donc le tiers, ça va être la personne qui va venir sanctionner. En fait, c'est important à ce moment-là que la règle soit renommée, qu'on redise à quoi elle sert, quelles sont les valeurs liées à cette règle. Et l'objectif du point de vue du tiers garant du cadre, c'est d'aider l'auteur à prendre du recul et à revenir au cadre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où pédagogiquement, on va venir renommer à l'enfant, au jeune qui a transgressé, quelle est la règle qu'il a transgressée, renommer avec lui le sens de la règle, et du coup permettre à la personne qui a transgressé de se réapproprier la règle et de mieux adhérer à cette règle. Et dans la sanction, il va y avoir aussi une partie. Donc, le fait de renommer cette règle et de la retravailler avec le jeune et l'enfant, c'est une partie de la sanction. En fait, les trois aspects-là vont constituer en elles-mêmes une sanction. Renommer la règle peut être déjà une sanction en tant que telle si on y a un temps de discussion avec l'enfant. Prendre un temps avec l'enfant, le jeune, pour aller clarifier avec lui qu'est-ce qui s'est passé, quelle était son intention, quel besoin il a cherché à nourrir d'une manière inadaptée, certes, mais l'aider à comprendre ce qui s'est passé pour lui, c'est aussi une partie de la sanction. Et puis le troisième point de vue, c'est celui du destinataire. Il est essentiel que d'une part, le destinataire de l'acte puisse nommer ce qui s'est passé pour lui, qu'il puisse être entendu dans ce qu'il a vécu. Cette première chose-là va permettre à cette personne-là, destinataire, de ne pas chercher à rendre justice, à se rendre justice. Euh, et du coup, le fait de l'entendre dans ce qu'il a vécu, ça va être déjà une partie réparation pour lui. Et ensuite, le fait de lui permettre de nommer ce qui s'est passé pour lui face à l'auteur, ça permet à l'auteur de prendre conscience de la conséquence de son acte. Donc, entendre le point de vue du destinataire, il est essentiel. Et parfois, on oublie
cette partie-là. C'est-à-dire que on va sanctionner l'auteur, mais on oublie dans la sanction d'aller entendre celui qui a été destinataire de l'acte, et du coup, il y a une dette qui reste envers ce destinataire. Donc, à Hitman Co, on insiste beaucoup sur ces trois points de vue, parce que le fait d'entendre les trois points de vue, ça permet aussi de diminuer le degré de violence. Parce que si le destinataire, il n'est pas entendu dans ce qu'il a vécu ou qu'il sent qu'il y a une injustice, il va chercher à se rendre justice et il peut renvoyer la violence envers l'auteur ou envers quelqu'un d'autre ou envers lui-même, se faire lui-même violence. Voilà, donc pour nous, c'est essentiel d'avoir vraiment les trois points de vue et qui vont constituer trois parties de la sanction en tant que telle. Alors ensuite, on voulait un petit peu illustrer cette notion de sanction avec des exemples concrets. Donc on a mis des exemples qui sont qu'on retrouve dans le livret, nous qu'on distribue pour les participants en formation. Premier exemple, à la maison d'enfant, un enfant refuse de faire son service de nettoyage après le repas. Donc c'est dans les règles, il y a des tours et ils doivent faire leur service. Donc ça fait que d'autres ont dû le faire à leur place, qu'ils ont peut-être pris du temps pour le faire. Et donc là, un exemple de sanction, c'était vu que le fait qu'il n'ait pas respecté son service, d'autres personnes ont dû prendre du temps pour eux, et ben cet enfant va être amené à redonner du temps à la collectivité. Et peut-être une proposition, ce serait qu'il prépare le repas avec l'éducatrice ou l'éducateur. Ça, c'est un exemple de sanction. Donc, vous voyez, c'est pas forcément. Euh, bon, on va s'arrêter là. Je vais passer aux autres et puis après, on pourra éclaircir. Autre exemple, face à la transgression, écoutez le besoin. Donc en classe adaptée, des élèves déplaçaient leur table à chaque nouvelle activité, alors que la consigne était de ne pas déplacer les tables. Et donc là, on s'est dit, il y a une incohérence. En fait, on voit que à chaque fois, cette règle est transgressée. Et du coup, là, on a choisi d'adapter la règle et on a mis en place des plateaux pour transporter les affaires. Et du coup, les tables ne sont plus déplacées, elles sont restées en place. Autre exemple, adolescents volent de l'alcool en pénétrant par une fenêtre dans la cuisine du foyer d'accueil et sont retrouvés dans un état d'ébriété. Et donc là, la sanction qui a été choisie, nettoyer la cuisine, première chose, rembourser les bouteilles qui avaient été volées, et aussi toute une sensibilisation sur la notion de la règle par rapport à l'alcool, en réalisant un panneau sur les dangers de l'alcool. Dernier exemple, dans un institut, un enfant casse un carreau. Donc là, il y a un petit préambule qu'on a écrit sur le cahier de la justice. Il y a une remarque écrite. Trois remarques conduisent à une observation, trois observations à des travaux. Euh, Juste un petit mot là-dessus. Parfois, il peut y avoir une graduation dans les sanctions et ça peut être décidé à l'avance. Mais dans ces cas-là, c'est important que ce soit vraiment explicité avec les jeunes et qu'il y ait tout un protocole qui soit mis en place. La sanction qui a été faite ici, c'était rendez-vous avec le psychologue pour comprendre son geste. Donc là, on voit bien qu'on est sur le premier axe sur responsabiliser l'enfant sur sa vie et l'aider à changer, donc entretien avec le psychologue. Et puis, pour la réparation, utiliser son argent de poche. Il a 3 jours pour le réparer et peut se faire aider. Voilà, donc vous avez mis 4 exemples bien distincts pour voir sur quels aspects on peut travailler par rapport à la sanction. Et donc, à chaque fois, on rappelle, avoir en tête les trois aspects. Responsabiliser l'auteur sur sa vie, l'aider à changer son comportement. Deuxième aspect, permettre à l'auteur de réintégrer la règle et mieux adhérer à la règle. Et troisième aspect, réparer le dommage causé. Et donc pour la suite de ce temps, juste j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que la sanction n'est pas forcément pénible. En fait, on a dans notre culture commune l'habitude de voir la punition comme quelque chose de pénible, et du coup, on va avoir tendance à vouloir que la sanction soit pénible pour le jeune. La sanction, elle va être une contrainte, elle va être contrainte. Donc, ça, c'est important qu'il y ait cette notion de contrainte et que l'enfant ait à faire un effort et à réfléchir et à intégrer les choses, mais elle peut être agréable, la sanction. Ce qui compte, c'est que grâce à cet acte, à cette réflexion, l'enfant grandisse, fasse un pas dans la progression et l'adhésion à la règle et qu'il puisse adapter son comportement. Et là, on va vous proposer un petit temps d'exercice pour mettre en application. Donc, ce qu'on va vous proposer là, c'est qu'il y a 2 situations.
Première situation, un enfant de 8 ans se moque plusieurs fois par jour d'un autre enfant, toujours le même, et ça dure depuis plusieurs mois. Première transgression. Autre situation, en foyer, un jeune de 15 ans est vu en train d'utiliser son téléphone à 22 heures alors qu'il devrait être rendu à 21 heures. Ça fait la troisième fois que ça se produit dans la semaine. Donc là, ce qu'on vous propose avec Tiffen, c'est que Tiffen va faire des sous-groupes. Vous allez être répartis dans des salles et on va vous proposer de réfléchir à un exemple de sanction. Euh, Vous choisissez ensemble soit la situation A, soit la B, en fonction de vos affinités, en fonction de ce qui vous paraît le plus proche de vos besoins à vous de travail. Et donc, on va vous laisser 12 minutes dans les salles pour réfléchir à des idées de sanctions par rapport à ce qu'on vous a dit juste avant. Bienvenue, bon retour. Ce que je vous propose, c'est de fermer vos micros pour préserver la qualité du son. Si vous pouvez vous remettre en muet. Et puis, j'en vois encore. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste couper vos micros pour ceux et celles qui sont encore allumés? Voilà, super. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire un débrief rapide. Dans le chat, pareil. Donc, l'idée, c'est d'avoir un catalogue d'idées, un brainstorming comme ça. C'est quoi les idées que vous avez eues? Notamment, on va commencer par la situation A, ensuite on fera la B. Je vous propose de noter qu'est-ce qui vous est venu comme idée plus ou moins construite, plus ou moins finalisée sur la situation A. Qu'est-ce que vous pourriez proposer comme sanction? Et vous pouvez aussi penser aux trois points de vue à chaque fois, vis-à-vis du destinataire, vis-à-vis de l'auteur, vis-à-vis du garant du cadre. Qu'est-ce qui vous est venu comme idée? Un travail de groupe. Alors je rappelle, la situation A, c'était un enfant de 8 ans qui se moque plusieurs fois par jour d'un autre enfant, toujours le même, depuis des mois. Donc un travail en groupe, ouais. Permettre à l'enfant de verbaliser ce qu'il veut dire à l'autre. Ok. Faire savoir à l'auteur qu'on a repéré son comportement inapproprié, de le noter, de le nommer, déjà ça. Mhm. Ouh là là, ça arrive à toute vitesse. Alors attendez. Échange d'intentions, échanger sur les intentions, les ressentis. Si la victime est en état, faire un message clair. Qu'est-ce que j'ai senti? Quand t'as fait ça, qu'est-ce que j'ai senti et ce serait quoi ma demande? Mettre des mots sur cet échange en groupe avec un changement de rôle. Nommer la transgression par le garant. Instaurer une médiation obligatoire. Chacun va parler sans interrompre. Donner la parole à la victime en premier, puis on écoute la deuxième d'abord. S'il y a un témoin en désaccord, on écoute jusqu'au bout. Écouter le besoin de l'enfant, puis l'aider à entrer en empathie avec ce que vit l'autre, puis co-construire une règle. Aider à entrer en empathie, j'ajoute des choses au fur et à mesure. Il y a des cartes pour ça, il y a des listes, il y a des dessins on peut avoir un support ludique. Un jeu de rôle du harceleur avec la victime et les témoins inactifs, ça peut être une idée de sanction, un jeu de rôle. Prendre le temps de discuter individuellement avec chacun. Proposer une sensibilisation au harcèlement. Créer un travail de groupe. Que les enfants créent une sensibilisation, ça peut être une affiche, une musique, une vidéo, un théâtre, ça peut être amusant à faire, bien sûr. Chercher à comprendre ce qu'il vit, ses besoins. Ok, je vais arrêter là. Et alors, bon, sinon, je vais la continuer jusqu'au bout, puis on fait la B ou pas? On va passer sur la B. Je vous propose d'écrire maintenant pour la B. Je vais pas tout dire pour là, parce qu'il y en a beaucoup. Alors la B, je la rappelle, c'était en foyer, un jeune de 15 ans est vu en train d'utiliser son téléphone à 22 heures. En tout cas, vous avez été très créatif. Il y a plein de choses. Créer une Mhm. peinture, un modelage, je vois aussi. Il y avait aussi un temps de moquage collectif, puis un débrief de ce que cela produit. Merci. Donc la situation B, 15 ans, 22 heures au lieu de 21 heures, c'est la troisième fois. Est-ce qu'il y en a qui ont travaillé là-dessus ou pas? Ça se trouve, non. Ce que je vais vous proposer, c'est d'écrire dans le chat si ça vous vient, puis nous, on va continuer parce qu'on a un, un- une diapo sur la posture qui est super importante. On a envie de prendre le temps de vous la faire avant de finaliser. Vous Mhm. pouvez lire tranquillement dans le chat, du coup, en continuant d'écouter Noël.
Donc, je passe à la posture. Donc, oui, nous, ça nous semblait essentiel d'aborder cette notion-là. Euh, la question de la posture. En fait, notre objectif de sanction, il est vraiment pédagogique. C'est-à-dire que on souhaite que l'enfant apprenne des choses, qu'il avance, qu'il intègre la règle et qu'il adopte un comportement qui soit adapté au collectif. Donc nous, adultes, c'est nous qui sommes en posture de force, on va dire. Voilà, notre cerveau est mature. C'est à nous de prendre soin, d'accompagner et de protéger les jeunes qu'on accompagne, les enfants. On vous a mis un petit dessin pour montrer l'adulte est mature et l'enfant est en construction. Donc c'est à nous d'avoir l'attitude adaptée. Parfois, on peut avoir des adultes qui disent, euh, ils disent à l'enfant, oui, mais il devrait pas agir comme ça, hein, et d'avoir une posture comme s'ils ils étaient eux-mêmes en difficulté face à l'enfant. Donc, c'est essentiel que nous, en tant qu'adultes, on ait une posture qui soit sécurisante. Si je veux que l'enfant entende mon message, il faut que mon intention, elle soit bien claire, que le ton que j'emploie, il soit sécurisant pour l'enfant, les mots que je vais employer aussi. Et pour ça, ça va être essentiel que je sois moi-même vigilant à être disponible émotionnellement et que l'enfant aussi. Plus ma posture, elle va être ajustée, elle va être posée, elle va être vraiment dans un regard pédagogique, éducatif pour l'enfant, plus l'enfant va être à même de recevoir ce que je vais lui dire. Et d'autre part, nous, on s'appuie aussi beaucoup sur le postulat de cohérence de Daniel Favre qui dit que toute action menée a toujours un objectif bien fondé. Par contre, l'action, la stratégie qui va être employée peut être mauvaise. C'est-à-dire que on va partir du présupposé que l'enfant a agi de cette manière pour nourrir un besoin. Il n'a pas agi pour nuire, il a agi pour nourrir un besoin, mais il n'a pas eu l'attitude adaptée. Et du coup, dans le temps de sanction, ça va être essentiel de se mettre à l'écoute de l'enfant pour l'aider à comprendre ce qui a motivé ses actes, ce qu'il vit. Et puis, on a aussi parlé de l'importance d'être ferme et juste. C'est pas parce que je suis dans le dialogue avec l'enfant que je peux pas être ferme et tenir mon cadre, mes règles. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire. Essentiel, essentiel, si on veut que la sanction ne soit pas vécue pour une punition, si on veut qu'elle ait une incidence pédagogique, bah, toujours être dans la relation et dans une posture sécurisante pour l'enfant. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur la question de la posture. Tiffaine, je te laisse conclure. Merci Noël. Donc pour conclure, un préalable aux sanctions, c'est ce qu'on a vu dans un premier temps, c'est vraiment le cadre bien établi en équipe. Sanctionner, ça demande de la créativité, c'est la pratique qu'on vous a fait faire. Il peut y avoir des sanctions tickets qu'on appelle prévues et connues à l'avance et des sanctions au cas par cas qui vont être élaborées. Moi, j'aime bien dire on les élabore et en tout cas, on peut les dire toujours à froid et pas sous le coup de l'émotion. Si je suis sous le coup de la colère, je risque de donner une punition. Une sanction, ça nécessite une posture adaptée de l'adulte et que l'enfant soit apaisé émotionnellement. Et la sanction éducative doit avant tout viser un apprentissage constructif, vraiment l'importance de l'intention, je le répète, de la sanction ou de la conséquence éducative par rapport à la punition. Hmm. Voilà. Et puis bah peut-être pour finir, on vous a fait une petite diapo avec pour aller plus loin avec les formations qu'on propose. Tu veux le dire, Noël? Oui, donc juste vous dire, il y a des formations qui sont déjà programmées. Donc là, on voit accompagner les émotions de l'enfant à Rodez, à Chambéry. Des ateliers animés, une formation animée des ateliers de développement des CPS à Bayonne. Euh, il y a une exposition qui s'appelle Mais qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête? Et on propose une formation pour utiliser l'exposition. Des formations autorité posture éducative. Euh, donc ça, ce sont des choses qui sont déjà proposées. Après, dans vos structures, si vous êtes intéressé pour en mettre en place en intra chez vous, n'hésitez pas à nous contacter. On a un site internet, ifmanco.fr. Et puis, on propose aussi de l'accompagnement d'équipe en analyse de pratiques professionnelles. Et on fait des propositions vraiment adaptées en fonction des besoins de vos équipes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et il est déjà 58, mais peut-être qu'il y a des questions qui vous restent et que vous aimeriez poser avant qu'on clôture ce temps d'atelier. Bon, peut-être juste avant Noël, Oui. j'ai ouvert un sondage. C'est intéressant pour nous de savoir comment ça a été soutenant pour vous, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous auriez aimé. Voilà, pour ce temps. 1 heure, c'est court pour aborder une thématique aussi complexe. Voilà, si vous avez 1 minute pour y répondre en ligne, c'est soutenant pour nous. Merci.
On attend pour une question, Noël? Oui, il y a, oui, Il y a une on peut question. prendre une question. J'ai une question. Est-ce que, si je peux me permettre, est-ce que vous faites une différence entre les règles et les interdits? C'est pas une minute, ça. En fait, euh, euh, les interdits, ils vont être retranscrits via des règles. En fait, on se met d'accord sur des règles pour un fonctionnement ensemble. Et au sein de ces règles, on peut avoir des interdits. Mais l'idée, c'est aussi le plus possible de le nommer en positif. C'est-à-dire, si c'est interdit de taper, ben, la règle, ça va être de prendre soin de la relation. Euh, la tendance qu'on a, c'est de nommer en interdit, et on sait très bien que l'enfant, le cerveau de l'enfant, il est connecté pour l'action, il est dans les verbes d'action. Donc, si j'interdis de taper, l'enfant, il entend taper, il n'entend pas interdit. Donc, le plus possible, se mettre dans les règles, les nommer en positif. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais Si, si, ok, merci beaucoup. Moi, j'ai une question, c'est en cas de récidive, c'est-à-dire il y a une sanction une première fois, une deuxième sanction, une deuxième fois, donc une récidive, et donc après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bref. Michel, tu veux répondre ou... J'aurais envie de dire qu'on peut réinterroger la règle. Est-ce qu'elle est adaptée? Est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle est constante? Est-ce qu'elle est ajustée au contexte? Déjà, ça peut être un premier axe. Je crois que c'est la première chose que j'ai envie de dire. Mm. Et après, on peut aussi réinterroger les sanctions qui ont été posées. Est-ce que ces sanctions étaient vraiment pédagogiques? Est-ce qu'elles ont vraiment été travaillées les trois aspects? Est-ce qu'elles ont permis de responsabiliser l'enfant, le jeune? Est-ce qu'il a mieux compris ce qui se passait pour lui? Ou est-ce que, voilà, c'est aussi aller voir les sanctions qui ont été posées. Qu'est-ce qu'elles ont provoqué? Qu'est-ce qu'elles ont permis aux jeunes? Merci Noël, merci pour vos questions. On s'arrête là, il est 13 heures. Un grand merci.